Bonjour à tous, merci d'être venus nous voir, si nombreux. On va commencer par parler un petit peu d'Altares. Ce n'est pas véritablement le sujet, mais je pense que si on vous explique pourquoi est-ce qu'on a construit une plateforme avec les équipes Xebia, il me semble important de vous dire pourquoi est-ce qu'on l'a fait et pourquoi est-ce qu'un acteur de la data economy du premier jour en est venu à essayer de trouver des solutions digitales. Alors, Altares, c'est un acteur de la data economy. Et traditionnellement, nous fournissons de la donnée, de l'information légale et financière. Et notre valeur ajoutée, c'est de produire du score de défaillance à 12 mois, entrée en procédure collective. Rien de très glamour, ça je vous l'accorde. Le marché, c'est un petit marché. C'est un marché qui pèse entre 200 et 300 millions d'euros. Il y a quelques acteurs. Et depuis 3 ans, on bouge. On bouge dans le monde du digital parce que c'est juste essentiel pour nous, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des tsunamis qui nous arrivent dessus. Le premier, c'est l'open data. L'INSEE va vous fournir les données gratuitement à partir du 1er janvier. Il y a beaucoup à dire, ce n'est pas le sujet, mais si vous voulez venir en discuter avec moi, ce sera avec grand plaisir. Et puis il y a aussi l'analytics pour tous, le do it yourself, on en parlait tout à l'heure, j'étais au Gartner. C'est vraiment le grand mouvement aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des solutions analytics qui permettent à tout à chacun dans son bureau de construire de la valeur autour de la data. Donc pour nous, c'était vraiment, vraiment important et essentiel d'aller sur de nouveaux horizons pour créer de la valeur et réutiliser cette data. Est-ce qu'il y a des gens de chez Xebia? Voilà, voilà. Je vais vous donner de bonnes nouvelles. Voilà, j'avais fait une petite photo, mais comme je ne suis pas sur la bonne présentation, j'étais au Gartner lundi, mardi. Vous avez un très beau stand, ça se passe bien, vos équipes vont bien et elles vont ramener de nouvelles et belles affaires. J'en suis persuadé, parce que j'ai eu beaucoup de mal à aller leur parler, leur faire un petit coucou. Ils étaient très pris par des clients. Voilà. On va commencer par une petite devinette. Il a été un peu vite, mais du coup vous avez la réponse. Alors vous allez faire oh, je n'avais pas compris. Alors, qui a été valorisé 30 fois son EBITDA et qui a été acheté 26 milliards d'euros, 26 milliards de dollars? Ben, c'est LinkedIn. Est-ce que vous pensez sincèrement, vous qui êtes tous sur LinkedIn, j'imagine, que c'est la plus belle plateforme du monde? Est-ce que vous pensez que les 26 milliards de dollars que Microsoft a déboursés, ils ont été déboursés parce que LinkedIn est la meilleure plateforme du monde? Non, vraiment pas. C'est tout simplement parce qu'il y a des datas à l'intérieur. C'est parce qu'il y a 400 millions de CV, dont un tiers à peu près actifs et actualisés chaque mois, que Microsoft a fait un chèque de 26 milliards. Ça, c'est un point important. On peut dire même que si on regarde le business plan et les comptes de LinkedIn, l'entreprise valait entre 10 et 15 milliards, à peu près, si on prend des coefficients de 10-12 de l'EBIT. Le reste, c'est pour son patrimoine data. C'est-à-dire que les datas qui ont été collectées sur ces dernières années, c'est ce qui va créer de la future valeur chez Microsoft. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous pensez que seules les entreprises de la Silicon Valley peuvent bénéficier de ce traitement? Moi, ma réponse, c'est non. Et c'est ça que j'aimerais discuter avec vous. Et l'objectif de notre réunion, ce sera vraiment de vous ouvrir sur le monde de la data economy au travers d'une plateforme que nous avons développée avec votre aide. Je vais revenir sur un point. Pourquoi est-ce que la data a de la valeur? Donc là, vous avez une courbe, et avec un petit exemple. Simple. Au début, vous avez une information, c'est dans la salle, il fait 12 degrés. Ça, c'est quelques kilobits d'information, pour ne pas dire un bit d'information, ça ne vaut rien. Tout le monde peut le savoir, depuis votre téléphone, votre thermomètre, tout le monde sait que dans cette salle, il fait 12 degrés. Par contre, si je vous regarde, et si je vous vois claquer des dents, si je vous vois avoir froid, ça, c'est une information qui commence à être intéressante. Et là, ça commence à prendre de la valeur. Et enfin, là où, effectivement, la data prend tout son sens, ce qu'on appelle le data-driven, ce qu'on appelle la valorisation de la data, ou rendre la data actionnable, c'est que automatiquement, le système de ventilation va se déclencher et va faire en sorte qu'aujourd'hui, vous n'ayez plus froid. Voilà. C'est ça la différence entre une data brute, qui n'a aucune valeur, 12 degrés, et une data actionnable, le fait que cette information puisse produire de la valeur pour que vous vous sentiez, vous, en tant que consommateur, le mieux possible. Je vais rappeler quelques éléments de contexte du marché de la data. Ce n'est pas un petit marché. Le marché de la data dans le monde, c'est 49 milliards de dollars par an qui sont dépensés. 49 milliards. Les différents leviers aujourd'hui qui font le développement de ce marché
sont la globalisation. C'est-à-dire qu'on a évidemment de plus en plus d'échanges internationaux, donc on a besoin de savoir avec qui on travaille. Ça, c'est dans mon métier de la finance, mais ça va bien au-delà. Criteo, aujourd'hui, c'est une société française, mais vous vous doutez bien qu'elle ne s'occupe pas que des cookies et des informations des sociétés françaises. Donc la globalisation a poussé les entreprises, a poussé les modèles à traiter de manière indifférenciée le marché local du marché international. Le deuxième point, c'est ce que vous faites tous les jours. Et ça, c'est vraiment le point sur lequel je voudrais insister. C'est la numérisation de l'économie. C'est cette numérisation, on a parlé de l'IoT tout à l'heure, la keynote, mais il n'y a pas que ça, il y a toutes les plateformes que vous développez génèrent de la data intelligente ou de la data qu'on pourrait valoriser. Troisième élément, donc il y a de plus en plus de data. Voilà. Il y avait jusqu'à présent, si on prend le cas de LinkedIn, il n'y avait personne qui avait 400 millions de CV dans ses bases de données. La régulation, c'est un point important. Si vous êtes moins familiarisé avec ces sujets-là, il y a des sujets qu'on appelle GBO, donc recherche du bénéficiaire effectif, ou du KYC, Know Your Customers. Donc ce sont des régulations qui sont liées au monde bancaire. C'est qu'aujourd'hui, compte tenu des listes de sanctions, qui sont à peu près du nombre de 400, il est plus possible de prêter de l'argent comme ça, juste sur un bonjour, une poignée de main, une signature. Il faut en connaître un petit peu plus sur les gens qui viennent vous voir et voir quelles sont leurs interactions avec d'autres entreprises. En gros, pour faire simple, c'est de la lutte anti-blanchiment. Ensuite, il y a le quatrième levier qui est un point important, c'est l'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire, c'est là où j'interviens le plus. C'est la data driven, la data au sein des organisations pour permettre la réduction des coûts et l'augmentation du développement commercial, on en parlait tout à l'heure. Et le dernier élément, c'est l'open data. L'open data, c'est vrai que c'est gratuit, mais ça nécessite aussi du traitement, des usines de collecte, des usines d'enrichissement. Donc l'open data génère également du revenu sur le marché de la data au sens large. Pour faire rapidement écho à ce que je dis, qu'est-ce que cherchent aujourd'hui les clients? Ce qu'il faut voir dans les métiers qui sont les vôtres, c'est d'abord la priorité à la digitalisation. Ça, je pense que c'est vraiment un point important. Vous avez un rôle à jouer, vous, dans vos écosystèmes. C'est de créer de la valeur numérique et penser data, on y reviendra. Et puis de trouver des partenaires de confiance pour évidemment développer les solutions. Voilà, ça c'est le data market au sens large. Un point aussi important, on est tous, moi le premier, donc à la recherche de nouvelles data, nouvelles sources de data. On parle beaucoup de scrapping, de scrolling, tout ça. Ça marche moins bien. Mais les nouvelles data qui viennent enrichir les data mart des entreprises, c'est évidemment une source de revenus conséquente aujourd'hui pour ce marché de la data. Alors nos convictions, et puis après je vais passer la main ou la parole à Étienne. Nos convictions, tu peux passer au... Merci. Voilà. Bon, c'est pour vous dire qu'en 3 ans, on n'a pas chômé, parce qu'en fait, on en est à notre 4e plateforme. Alors, elles ont eu des succès divers et variés. La première, elle existe presque plus, mais les 3 autres, elle nous a coûté 20 000 €. Mais ça nous a permis d'exister sur ce monde-là. Puis après, on en a créé 3 autres. Donc 4 belles plateformes en l'espace de 3 ans, et 3 d'entre elles ont été primées. Voilà. Donc on est assez fiers. Ça, c'est grâce au travail de Xebia, qui nous aide beaucoup, encore aujourd'hui, qui nous accompagne pour gagner ces prix, mais pas que, pour gagner en notoriété. Et ce qui nous permet effectivement de croître, ou de faire croître la valeur perçue auprès de nos clients. Voilà. Et donc je tenais à remercier évidemment les équipes de Xebia. Et maintenant, je vais passer la parole à Étienne. Merci Didier. Donc on va rentrer dans le cas pratique, la plateforme Scopefy. Donc Scopefy, c'est une belle aventure. Ça fait 1 an et demi qu'elle a commencé. On a eu des étapes de product discovery, des étapes de product design, puis toute la partie développement. Donc product discovery, on a été accompagné par Tiga sur cette phase amont, étude de marché. Et ensuite, on a eu le product design avec UX République, donc toute la partie wireframe. Entre autres, et puis on a eu toute la partie dev avec Xebia et Peter qui est dans la salle, qui nous a énormément aidé pendant presque 1 an. Et ensuite là on arrive vraiment à une phase, donc la plateforme est en ligne depuis le mois de juillet, et là on arrive à la bascule où du coup là on va vraiment amorcer le marketing digital, et donc là on a l'aide très précieuse d'Akamis Tiga, et voilà, avec Stéphane qui est dans la pièce. Donc on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je vais reprendre du coup très rapidement la chronologie
pour vous ayez bien en visu les différentes étapes. On a commencé par constater que la démarche de financement, et c'est pas un scoop, hein, je fais pas de mauvais jeu de mots avec ScoopFi, mais la démarche de financement est un réel point de douleur pour les PME, TPE françaises. Alors j'irai plus pour le bas de cible, hein, les TPE. Donc on est allé interviewer des entrepreneurs, des artisans, des gérants sur le terrain, et voilà ce qui en ressort. Je ne vais pas lire tous les verbatims, mais typiquement, je ne veux pas me faire financer par l'equity, car je ne veux pas me faire diluer. L'emprunt est ma seule solution. Ça m'a pris 4 mois pour obtenir 40 000 € pour financer du matériel. Je connais mal les plateformes de crowdfunding et ne sont pas adaptées à mon besoin. Donc on sent qu'il y a un réel besoin, il y a un point de douleur, les délais sont longs. Il y a des entreprises qui font faillite parce qu'elles n'obtiennent pas la solution de financement dans les meilleurs délais. Donc on s'est vraiment attelé pour trouver une solution. Donc là, il y a encore quelques chiffres assez intéressants. Alors c'est un marché qui est évidemment énorme, hein, puisque ce sont des chiffres du baromètre KPMG CGPME. On a 64% des PME qui ont au moins un besoin de financement. Alors ScoopFi, dans un premier temps, va s'adresser à des early adopters, à 750 000 entreprises qui vont être le bas de cible. On va avoir des entreprises de 0 jusqu'à 100 salariés, de 100 000 € de chiffre d'affaires jusqu'à 50 millions. Donc vous voyez que le panel est quand même assez large. Nos early adopters seront au départ, en tout cas, sur le bas de cible. Donc on constate, alors voilà, ce marché est important, c'est vraiment le pool de notre économie, hein, et on constate qu'il y a voilà, ce que je vous disais, des vraies problématiques de délai. Donc ça, c'est un chiffre de la Banque de France, encore 100 000 réponses tardives aux demandes de crédit chaque année. Et on a aussi une réalité, on en parle peu, c'est qu'il y a un vrai phénomène d'autocensure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y en a 64 000 qui ne font même pas la démarche de financement parce qu'elles estiment qu'elle est trop associée à de l'incertitude, à du stress, et elles pensent même qu'elles ne sont pas éligibles. Enfin, pour terminer avec les chiffres, on a des vraies tendances sur le besoin exprimé par les entreprises. 75% de celles interrogées par KPMG CGPME constatent au moins une mesure de durcissement de leur banque, donc ça peut être entre autres du fait des garanties. On a 37% des entreprises qui constatent que leur banque augmente les niveaux de garantie. Voilà. Et enfin, on a 46% des entreprises qui envisagent d'examiner les conditions d'autres banques concurrentes. Donc on sent qu'on a vraiment un terrain d'action pour répondre à cette problématique du délai, d'une solution plus adaptée, d'une solution de pouvoir renforcer le pouvoir de négociation des PME en leur apportant l'ensemble des solutions de financement, quelle que soit la typologie de financeurs. Donc, un petit point justement sur le marché, nos cibles. Donc, on s'adresse à deux typologies de... Voilà, on a donc les entreprises d'un côté, mais les financeurs de l'autre. Et je vais vous expliquer comment on apporte de la valeur aux deux. Donc, je vous disais, les TPE, PME, donc là, on a ce... Je ne vais pas reprendre tous les chiffres qu'on a vu entre autres, mais là c'est vraiment cette cible de early adopter de 750 000. Et puis les organismes de financement, je vous disais, on intègre des crowdlenders, hein, donc les crowdlenders c'est la famille du crowdfunding, les particuliers qui prêtent aux entreprises. On a des banques, on a des affactureurs, hein, pour répondre aux besoins de trésorerie. Nous avons actuellement une quinzaine de partenaires financiers. La plateforme est en ligne, nous avons déjà des offres de financement en ligne pour répondre à l'ensemble des besoins. Voilà, donc notre cible, qui est ambitieuse, c'est de devenir le guichet unique du financement en France, puisqu'on est pour l'instant les seuls à proposer un financement avec l'ensemble des canaux de financeurs. On les met tous, on les intègre tous, on les met tous dans le même panier, si je puis dire, et on va rentrer plus dans le détail. Donc j'ai une petite vidéo qui est assez rapide, on va vraiment rentrer dans la plateforme, et vous allez avoir en visu le parcours de notre côté entreprise dans un premier temps, et puis le parcours d'un financeur. Donc je me mets dans la peau d'un gérant, hein. J'ai entendu parler de ScoopFi. Comment ça se passe? Alors, voilà. Donc je m'appelle Hugo Crampon, je suis gérant d'une TPE Hauts-de-Provence Express dans le sud-est de la France. J'ai entendu parler de ScoopFi par le journal La Provence, un journal local.
et j'ai un vrai besoin de trésorerie. J'ai un besoin de 150 000 €. Alors j'anticipe un peu parce que vous avez encore ces chiffres, on les martèle parce qu'ils ont... Voilà, on répond vraiment à ce besoin, ils ont une importance ils sont vraiment importants. Donc voilà, j'ai un besoin de trésorerie. Concrètement, j'évalue mon besoin, je m'identifie. Vous allez voir qu'en déjà en 2 clics, on va pouvoir apporter de la valeur à l'entreprise puisqu'on lui apporte toutes les solutions de financement pour lesquelles elle est éligible. On intègre les critères d'éligibilité des financeurs et donc du coup, on peut déjà rassurer l'entreprise en disant potentiellement vous avez un certain nombre de financeurs qui peuvent vous financer. On va pouvoir jouer également avec le curseur, la capacité d'endettement. Il a fait une demande à 150 000, il se dit pourquoi pas 200 000, on voit que son chiffre d'affaires le limite à 166 000 et donc on va apporter un maximum de contenu didactique. Il va pouvoir voir toutes les solutions avec, sans garantie. Il va pouvoir les sélectionner, il va pouvoir sélectionner autant de solutions qu'il souhaite, très important. Notre objectif c'est de maximiser l'obtention d'une solution de financement. Donc là, vous voyez qu'on peut s'inscrire avec Facebook, LinkedIn. On associe le nom, le mail au compte, aux sirènes, hein, parce qu'on peut pas, n'importe qui ne peut pas s'inscrire avec n'importe quelle société, si je puis dire. On arrive sur la sélection, et donc là, vous allez voir que c'est vraiment très simple. C'est-à-dire qu'il va rentrer ses informations de profil, hein, un prénom, nom, un téléphone, pour qu'on puisse faire la mise en relation avec le financeur. Voilà, Hugo, qui nous aide beaucoup, hein, qui est de chez UX. Il met sa photo, vous le reconnaissez pour ceux qui sont de Xebia. Et donc, on va inciter l'entreprise à constituer un dossier unique de financement, un socle de dossier de financement, avec un référentiel KYC. KYC, c'est Know Your Customer, c'est la réglementation qui est assez exigeante, comme vous vous imaginez, où on doit donc fournir un certain nombre d'informations, les liasses fiscales, les cartes d'identité, etc. Donc là, en l'occurrence, le niveau de complétude du socle de dossier de financement est défini par le financeur dans ses critères d'éligibilité. Là, en l'occurrence, c'était juste une carte d'identité. Et à partir du moment où c'est complété, la demande part vers le financeur. Donc là, la vidéo va un peu plus vite que moi. Je prends la casquette, je deviens chargé d'affaires entreprise à Manosque, hein, puisque mon entreprise est dans le sud-est. Et concrètement, je me log sur Scopfi. Je vais pouvoir apporter... Alors déjà, je vais rentrer mon offre. Je vais rentrer autant d'offres que je le souhaite. Voilà, donc ça c'est quand même très important. Je vais associer une offre, alors là c'est une offre qui répond à un besoin de trésorerie, avec un segment client. Je peux en mettre 15, 20, 30, je peux les modifier à tout moment. Et donc je vais vraiment piloter ma stratégie d'acquisition digitale. Ça c'est vraiment important parce que je vais pouvoir tester mes offres. Admettons, je vais cibler des TPE, du BTP dans la région nord. Bon, en l'occurrence je suis à Manosque, alors plutôt dans la région PACA. Je vais pouvoir intégrer l'âge de l'entreprise, le chiffre d'affaires, le score, l'inscription à NCS, etc., etc. Et également tout le niveau, le dossier. Est-ce que je veux juste la carte d'identité du gérant ou est-ce que je veux toutes les liasses fiscales? Les garanties, quelles sont-elles? Si j'ai aussi de l'information à faire passer, notamment pour l'affacturage, tout ce qui est au-dessus de 20% de sous-traitance, vous ne serez pas éligible. Donc je peux rajouter du contenu. Hein. Et donc là, on va pouvoir vraiment... Voilà, donc l'offre est en ligne. Une fois que l'offre est en ligne et quand la demande de Haute-Provence Express arrive chez moi, je vais avoir la possibilité, grâce à toute la data Altares, de télécharger un PDF de dossier de financement, un PDF qui va me donner toute la donnée identitaire et financière sur l'entreprise. Et donc on va donner toutes les cartes au financeur pour prendre la meilleure décision et c'est lui qui va déclencher la mise en relation. Donc ça c'est vraiment aussi très important parce que là on est les seuls à fournir vraiment cette... C'est-à-dire qu'on économise énormément de temps commercial. Vous n'avez pas à prendre votre téléphone et expliquer à monsieur de Haute-Provence Express, non, vous n'êtes pas éligible pour telle raison. Si le financeur estime que le dossier n'est pas éligible avec toute la donnée qu'on lui apporte, hein, avec le score Altares et tous les bilans, tous les documents, un mail sera généré en disant malheureusement, vous ne serez pas éligible. On a rapidement vu en visu, ce qu'on apporte aussi au financeur, ce qui est fondamental, c'est qu'on lui donne toute la vision sur son entonnoir de conversion. Et donc ça a énormément de valeur, hein, puisqu'on part de l'impression de sa vignette, combien de fois elle est apparue, jusqu'à la transformation, à la signature. Donc on va pouvoir
effectivement, on va lui donner un taux de transformation, on va pouvoir l'aiguiller, puisqu'on va pouvoir comparer son taux de transformation à ses pairs. Alors on va pas comparer un affactureur avec une banque, on comparera avec un autre affactureur, une banque avec une banque, etc. Parce que sinon c'est pas forcément pertinent. Et on va lui donner, on va l'orienter en disant peut-être que vous êtes trop restrictif sur tel critère. Voilà, donc on va vraiment l'aider dans cette démarche. Voilà, donc vous pouvez constater que c'est vraiment c'est un modèle qui est gagnant-gagnant, puisqu'on permet aux PME TPE d'avoir accès à l'exhaustivité des solutions. C'est notre ambition, on en a déjà un certain nombre, on en a 15 en ligne, et on va en avoir évidemment bien plus. Pour optimiser, pour maximiser les chances d'être financé dans les meilleurs délais, et surtout la solution la plus adaptée, puisque quand je suis chef d'entreprise, je vais pouvoir trier en fonction du critère de pertinence la solution. Est-ce que c'est le délai? Est-ce que je veux une solution est-ce que j'ai besoin d'une solution la plus rapide possible? Dans ce cas-là, évidemment, je serai redirigé vers des crowdlenders. Est-ce que je veux une solution avec sans garantie? Est-ce que je veux une solution avec un coût de financement le moins élevé possible, avec un dossier le plus souple possible, etc., etc. Et donc, on va l'aider à constituer son dossier. Il faut savoir que l'entreprise, une fois qu'elle a constitué son socle de dossier de financement, elle le fait qu'une seule fois. Ensuite, elle peut l'envoyer à tous les financeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Vous voyez tout le temps, alors je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs, ça serait intéressant dans la salle, tout le temps qui peut être économisé. On va tout de suite aller sonner à la bonne porte et on donne le dossier à la bonne personne directement. Et on facilite la prise de contact. Donc, vous voyez qu'on préqualifie vraiment le besoin en amont. Et c'est cette préqualification-là qui va permettre d'être extrêmement réactif et gagner du temps, puisque dans les 48 heures, le financeur doit apporter une réponse, doit en tout cas prendre contact avec l'entreprise et lui donner en tout cas voilà, un rendez-vous. Et donc cette première étape, on va beaucoup plus vite. Et pour les organismes de financement, eh ben, on leur fait déjà émerger ces 64 000 entreprises qu'on espère qu'elles viendront trouver une solution sur Scopfi, d'une part. Qu'on sélectionne les entreprises, donc on a deux filtres, on a les critères d'éligibilité. Premièrement, on a également tout le dossier, toute l'analyse qu'on va apporter, donc on a quand même deux niveaux pour avoir une qualité de lead, si je puis dire, et on allège bien évidemment le travail des chargés d'affaires entreprises, puisqu'on leur fait gagner beaucoup de temps. Et enfin, du coup, toujours dans cette logique gagnant-gagnant, on a effectivement pour les PME TPE, voilà, moi si je souhaite m'acheter une camionnette, je suis artisan à 20 000 €, je vais me dire est-ce que peut-être je peux en acheter une à 50 000 €? Et ben, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vais positionner mon curseur à 50 000, je vais voir quels sont les financeurs qui me suivent. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc on a un algorithme qui nous permet ensuite qui sera adapté en fonction des typologies des financeurs. Pour l'instant, on a des règles qui sont assez globales. Alors, on lui apporte une aide objective et sans parti pris. Hein. Et donc voilà, le fameux dossier de financement unique. Et effectivement, ça va permettre de renforcer le pouvoir de négociation des PME. Alors, on sait pertinemment que des entreprises vont aller chez leur banquier en leur disant « Ah bah oui, je suis allé sur une plateforme Scopfi, on me propose une solution très intéressante, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?» Bon, c'est certain que ça va effectivement jouer aussi dans ce sens-là. Mais c'est pas la finalité ultime en tout cas. Et pour les financeurs, voilà, donc c'est un nouveau canal de digital de commercialisation. On porte le coût d'acquisition, hein, c'est un coût d'acquisition dans le digital qui est quand même relativement élevé. C'est évidemment Altares qui le porte. Et on va surtout l'aider à leur piloter cette acquisition. Ils vont sûrement avoir accès à des entreprises auxquelles ils n'ont pas accès par la force commerciale traditionnelle. Ils vont obtenir des leads avec un traitement KYC, s'ils le souhaitent, hein, parce que là encore, on leur laisse énormément de flexibilité, de souplesse. C'est aussi l'avantage du modèle. Et puis voilà, ce que je vous disais, c'est l'entonnoir de conversion, se comparer avec leurs pairs pour vraiment optimiser leur acquisition. Et tester, bien évidemment, des nouvelles offres. Voilà. Et ça, on sent, parce qu'on est vraiment allé rencontrer l'ensemble des financeurs, c'est très intéressant, hein, parce qu'on voit, vous avez des crowdlenders, on a par exemple Uniland, Crédit.fr, Lendopolis, pour ceux qui connaissent un peu ces noms-là, ils sont extrêmement réactifs, hein, eux ils ont un vrai besoin d'acquisition. On a les banques qui sont un peu plus frileuses, qui se disent, bon, ça va un peu chambouler mon modèle, mais il y a une adhésion vraiment globale
puisqu'on a la chance d'avoir notamment 2 grandes banques nationales avec les grands noms que tout le monde connaît, et donc ça c'est une vraie force. Et donc je repasse la main à Didier, et voilà, et de toute façon je voulais dire merci énormément. Un grand merci à Xebia, qui vraiment nous suit depuis 1 an et demi, avec toute leur expertise depuis le début. Merci Étienne pour cette brillante présentation. Donc j'en reviens à la data. Alors est-ce que dans la salle j'ai perdu tout le monde, ou est-ce que vous avez vu le pitch d'entrée, la data economy, la collecte, la revente et le lien avec Scopfi? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet? Est-ce que ça vous paraît clair ou pas? Globalement. Allez. À qui ça paraît clair? Levez la main. Bon. Donc c'est une majorité. Oui. Voilà, vous l'avez compris, ce qui nous intéresse évidemment c'est cette plateforme biface, mais en fait on collecte tout simplement de l'information précieuse. Un exemple, 350 000 bilans qui ont disparu cette année. Alors on les cherche encore, non, on sait où ils sont au greffe, mais les experts comptables ont eu la gentillesse de cocher la petite case qui depuis la loi Hamon permet à un bilan d'être confidentiel. Alors vous allez me dire c'est super pratique, on ne sait plus rien sur rien. Ben non, c'est pas pratique du tout, parce que l'un des principes du développement économique c'est la transparence économique, justement. Et quand on ne sait pas, ben, on risque d'avoir des entreprises qui auront beaucoup plus de mal à trouver des fournisseurs. Maintenant, bon, voilà, vous savez comment ça se passe, les politiques qui font des trucs, qui pensent que c'est une bonne idée, ça ne l'est pas forcément, mais ça pose un problème globalement à tous les acteurs, notamment aux banques, parce que quand elles doivent rendre des décisions de crédit, eh ben, elles ont du mal à le faire. Donc le fait de trouver un nouveau canal de manière assez simple, parce que l'avantage pour l'entrepreneur c'est de déposer une seule fois son bilan, de le déposer, de le télécharger, on va pas lui porter malheur, de télécharger son bilan, de télécharger des informations. On sait, voilà, elles sont qualifiées, il va pouvoir les envoyer en un clic, il va pouvoir choisir les partenaires avec lesquels il va travailler, et ces partenaires vont récupérer de l'information qui jusqu'à présent provenait des greffes, qui coûte un certain prix. Excusez-moi, je crois que c'est mon portable. Donc voilà, l'intérêt pour la data economy, effectivement, c'est d'aller capter ces informations au travers de ces plateformes. Et les autres plateformes que nous avons fait, je vous invite à aller les voir. Il y a Powerlinks, qui n'a pas été fait avec les équipes Xebia. Pourquoi? Parce qu'elles étaient déjà naissantes. C'est une plateforme de mise en relation des entreprises entre elles, avec création d'opportunités. C'est une vision globale. Ça fonctionne avec de la très très belle technologie, vraiment. Et puis on a aussi un site qui facilite la vie des entreprises, qui s'appelle Adminiz. Adminiz qui permet de créer en fait son entreprise en ligne, de déposer une annonce légale, puisqu'en fait il y a des obligations, via le journal d'annonce légale. Et nous, ça nous intéresse parce qu'en fait, on est en amont de l'information, on n'est plus dépendant du JAL qui va nous envoyer l'information ou du BODAC pour la recevoir. Ça va prendre entre 3 et 4 semaines. On sait qu'une entreprise qui change d'adresse, qui change de nom, qui change d'actionnaire, elle passera par cette plateforme, et c'est une information précieuse dans nos algorithmes de score qu'on va pouvoir fournir à nos clients. Donc voilà, c'est à ça que servent pour nous les plateformes. Et tous ceux qui sont des créateurs de plateformes qui sont dans la salle, c'est à ça que je voudrais les ouvrir, c'est que ces informations, cette data qui est collectée, elle a de la valeur si on sait l'utiliser. Ce n'est pas juste un rebut de vos processus, c'est bien une information que vous pouvez valoriser avec des entreprises ou avec d'autres idées que vous pourriez avoir qui ont ces savoir-faire. Alors pour revenir sur quelque chose d'assez conceptuel, je me battrai contre cette idée. La data n'est absolument pas le pétrole du XXIe siècle. Ça, c'est une idée fausse, parce qu'il n'y a rien de plus faux. Et pourquoi la data n'est pas le pétrole? Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de marché de la data. Il y a un marché du pétrole. La valeur du pétrole, elle est la même pour tous les acteurs. Alors que la data, cette valeur, elle n'existe pas intrinsèquement, elle n'existe qu'à partir du moment où vous l'utilisez. J'ai fait de la captation pour une grande banque qui avait besoin d'informations sociales. Je devais le faire sur le groupe Total. Tout cet été, il y a énormément d'annonces de recherche de pompistes pour les stations-service qui sont sur les autoroutes. C'est une information que j'ai dû évacuer. Elle n'avait aucune importance parce que c'était pour une banque plutôt dans le corporate qui cherchait à des cibles sur la titrisation, donc vraiment des sujets très finance, haute voltige. Et franchement, de savoir qu'on cherche des pompistes, ça n'a aucun intérêt. J'ai pris cette information, j'ai été voir une agence d'intérim et elle, ça l'a intéressé. Donc on voit bien, alors que le pétrole brut, a priori, il intéresse tous les raffineurs. Voilà. Donc le sujet de la data, de comparer la data au pétrole, c'est une erreur. Elle ne se comporte pas du tout de la même manière. Je suis un petit peu plus vieux qu'a
priori tous ceux qui sont dans la salle. Dans les années 80, l'économie, elle se définissait par un terme simple. L'économie, c'est la gestion de la pénurie. Vous pouvez regarder, manuel scolaire d'il y a 20 ans. Depuis la data economy, depuis aussi une autre data qu'on appelle, un autre marché qu'on appelle le marché de la connaissance, ces paradigmes sont tombés, ça n'existe plus. Ricardo, Adam Smith n'avait pas vu ces éléments-là, parce qu'on était sur des échanges de biens, des biens qui disparaissent, vous mettez l'essence dans votre voiture, vous allumez le moteur, et qu'est-ce qui se passe? Ça s'évapore, ça disparaît. La data, c'est tout l'inverse. La data, vous n'en faites pas l'acquisition, je vous la transmets. Et vous créez de la valeur au moment de la transmission de l'information. Donc pour moi, la data, c'est tout, sauf du pétrole. La data, au mieux, j'ai cherché une image. Je me suis dit, pour moi, Didier Louraud, c'est mon petit café du matin. C'est celui qui me permet de me réveiller, c'est celui qui permet de mieux réfléchir, c'est un élément de convivialité, mais c'est tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, la data, ça alimente tout cet écosystème et c'est surtout dans votre tête. La pire des choses pour vous, ce serait d'être data-drivé. J'étais au Gartner, je me répète, on annonce pour l'année prochaine 3 millions de salariés dans le monde, plutôt aux États-Unis, j'espère, qui vont être pilotés par uniquement la data. Leur patron, c'est la data. Ils appellent ça la data boss. Moi, ça me fait un peu peur. La data, c'est pas ça. La data, c'est ce qui doit vous ouvrir l'esprit et vous permettre d'accélérer votre créativité, d'accélérer votre capacité à croître et à créer de la valeur. Voilà, alors ça, c'est une petite, c'est pas une private joke. J'aurais bien voulu avoir eu cette idée, je l'ai pas. Alors que si la data, c'est pas du pétrole, la data, est-ce que c'est une dose de caféine? Je suis pas certain. La data, c'est un pigment. Et je trouve que là, l'image, elle est superbe. La data, c'est un pigment. La data, c'est juste une petite zone là, que vous avez rouge. Ça sert à rien. Mais l'histoire de la data, il a commencé dans la grotte Chauvet. À partir du moment où nos hommes de Cro-Magnon ont commencé à dessiner et raconter des histoires, le métier de la data a commencé là. La transmission de l'information. Et c'est parce qu'il y avait des pigments qu'ils ont trouvés qu'ils ont commencé à pu raconter leur histoire. Voilà. La data est un pigment. Je dois à Johan, donc pour ceux qui veulent le suivre sur Twitter, c'est dans une thèse qu'il a produite pour HEC qu'il a trouvé cette très belle métaphore. Enfin, ça c'est pour tous les intrapreneurs ou entrepreneurs qui sont dans la salle et j'espère qu'ils sont très nombreux parce que je pense qu'on a tous besoin de vous. Là, il y a une équation extraordinaire, magique. Alors pour ceux qui veulent savoir ce que c'est l'équation qui permet apparemment de créer un radar. Bon, voilà. Mais c'est pour dire qu'elle était compliquée pour moi, donc j'imagine qu'elle est aussi compliquée pour vous. Donc vous, intrapreneurs, entrepreneurs, qui vous posez des problèmes sur votre équilibre financier, c'est comment créer de la valeur avec ma plateforme. J'ai besoin de cash pour payer mes développeurs, pour créer des nouveaux usages, pour créer des nouvelles fonctionnalités dans ma plateforme. Comment je peux faire? Eh bien, si vous pensez data, si votre plateforme elle est pensée data, collecte, vous pouvez trouver des partenaires qui vont vous permettre de valoriser cette data. La data, c'est un patrimoine. Je raconte cette histoire, je ne citerai pas les noms. On va l'appeler Nicolas, il s'appelle vraiment Nicolas. Il a une plateforme superbe, j'adore sa plateforme. Destination des avocats. Il y a 2 mois, il m'appelle. Didier, on ne se connaît pas, mais une personne que je ne peux pas citer qui est à mon board, qui m'a prêté de l'argent, m'a dit que si je vous rencontrais, vous alliez peut-être pouvoir m'aider. Voilà ce que je fais. Je vais sur sa plateforme, on prend rendez-vous, je trouve ça super, vraiment. Et tout de suite, il y a des use cases qui me viennent à l'esprit. Je lui dis, mais toi, ta data, elle m'intéresse et je vais t'expliquer comment on va la travailler. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, on peut faire ça. Je lui envoie des échantillons de données qu'on avait chez nous et lui, il les a matchés. Et ça m'a permis de comprendre que j'allais être plus intelligent avec sa data et que lui, il allait pouvoir me la vendre. Puis il me dit, Didier, je suis un peu embêté parce que pour le moment, je ne peux pas travailler avec toi parce qu'il faut que je recrute 10 développeurs. Puis la semaine dernière, la nouvelle, elle est tombée. Il a levé 12 millions d'euros. Et qu'est-ce qu'il n'a pas oublié de faire vis-à-vis de ses investisseurs? Il y avait un volet data. Bien sûr que c'est son business plan qu'il a vendu, bien sûr. Mais le volet data, il sait que si cette entreprise, c'est son parachute, si cette entreprise disparaît, ce qu'il a collecté d'informations, je peux vous dire qu'elle est sympa, cette information-là, elle vaut de l'argent. Il le sait, il l'a testé avec moi. Voilà. Donc, pensez data. Donc si vous rajoutez un peu de data dans vos équations, quand vous allez vouloir trouver du financement ou créer de la valeur auprès de vos clients, je vous assure que ce sera plus simple. J'ai trouvé l'image assez belle, et j'en terminerai sur cette conclusion.
c'est penser data. Penser information. Les plateformes, vous ne les faites pas pour que les clients ils trouvent que c'est super sympa. Ça, c'est vrai, c'est l'objectif. Il faut avoir de l'audience, il faut que ça soit pratique, il faut que ça crée du service. Mais tous les grands de la Silicon Valley, eux, ils pensent data. Tout ce qu'on valorise, c'est de la data. Google, c'est de la data. LinkedIn, c'est de la data. Tous les critéos ont bien vu, la valeur de la data. Le marché aujourd'hui en vogue, c'est la data. C'est ce qui va nous permettre d'être plus prédictifs, c'est ce qui va nous permettre de créer des nouveaux business models, c'est ce qui va nous permettre de disrupter les brick and mortar. Pensez data quand vous irez créer vos plateformes et quand vous irez chez vos clients. Voilà. J'en ai terminé. Petite phrase d'Alain Bensoussan, un avocat bien célèbre. J'aime bien celle-là. Le bonheur est dans le numérique, bonne chance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour nous, soit sur la plateforme Scopefy, et on aura le plaisir à y répondre, ou plus particulièrement sur le marché de la data et comment valoriser son patrimoine data? Oui. Moi, vous aviez dit que vous parleriez de l'open data et de votre positionnement par rapport à ce nouveau marché qui s'ouvre et qui pourrait, du coup, comme ça, quand on y pense, détruire un peu votre business model. Complètement. Complètement. Vous avez complètement raison. Nous, on vient du monde du Minitel, comme Xavier Niel. Mais on ne faisait pas du Minitel rose. Donc, à l'époque, c'était super simple. 3615 code vérif. Je tapais, boum, c'était votre facture télécom. Et Orange se gavait et nous, on se gavait avec. Jusqu'au dernier moment du Minitel, il y a 5 ans, je crois, ça nous rapportait 1 million d'euros de rentabilité nette. C'est incroyable, hein, incroyable. Donc maintenant, tout ça, c'est gratuit. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de l'open data? Moi, j'y crois. Moi, je crois vraiment que l'open data est non pas un risque, mais une opportunité. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comme d'habitude, risque-opportunité, c'est le diagramme chinois. Bon, ok, on est d'accord. Non, c'est une vraie opportunité. Moi, je traite en ce moment, en loose day, dans nos laboratoires au marketing, des use cases sur l'open data. C'est chouette, parce que c'est pas terrible. Parce qu'en fait, la donnée, elle est assez peu structurée. Par contre, moi, ça m'intéresse, cette data, parce que si je la collecte, si je la transforme dans notre data factory, je sais créer des use cases. Voilà. Donc l'open data pour nous, Altares, pour moi, c'est une très, très, très belle opportunité. Véritablement. Moi, je traite des sujets sur la santé, sur les établissements de santé, ce qu'on appelle les fichiers finesse. J'essaie de récupérer des informations également sur toutes les listes de sanctions. On voit, il y a des contradictions, c'est maintenu manuellement, les mises à jour ne sont pas régulières. Par contre, dès que moi, j'arrive à matcher l'ensemble, dès que j'arrive à sortir un certain nombre d'éléments, mon fichier qui était gratuit sur le net, j'ai des clients qui me l'achètent. Voilà. Et là, je suis en train de créer un POC avec de la data visualisation autour de ces éléments-là. Donc pour moi, l'open data, vous avez raison, c'est un vrai risque. Je pense que tous les geeks qui sont dans la salle demain pourront faire du score de défaillance avec les données INSEE, mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant parce que nous, on a une connaissance profonde de la data. Et la data qui est fournie, elle n'est pas totalement réaliste ou juste. Il faut savoir qu'on a des équipes en France, on paye des gens qui tous les jours vérifie les éléments qui nous sont transmis par l'INSEE et le BODAC. Et globalement, c'est 17 millions d'enregistrements qui sont validés chaque année. Et 18% de ces 17 millions d'enregistrements que nous recevons sur la vie des entreprises doivent être rectifiés à la main. Donc l'open data, c'est une extraordinaire opportunité pour nous, parce que tous ceux qui voudront travailler avec ces fichiers auront besoin de ce savoir-faire data et de créer des data factories, ce que Xebia sait particulièrement bien faire. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Après, c'est vrai aujourd'hui. Vous ne pensez pas que l'open data va s'améliorer dans le temps? Ah ben j'espère. Ah non, mais moi, structurer, être mis à jour plus régulièrement, voilà. Ouais, ça, tant que ça tombe dans la sphère publique, ça sera un peu plus compliqué. Mais je vous assure que je serai le premier à défendre. Je connais un petit peu Henri Verdier, Open Data Lab. C'est des gens que je suis, c'est des gens que j'admire, c'est des gens avec lesquels j'ai envie de travailler. Moi, l'open data ne me fait pas peur à partir du moment où on le remet à sa juste place. Moi, ce que je considère, vous l'avez vu, je l'ai mis comme une tendance du marché. Je pourrais vous dire ça va faire disparaître de la valeur. Je ne vous dis pas ça. L'open data, tous ceux qui vont vouloir rentrer dans l'open data auront besoin de données et de savoir-faire data. Donc ça créera de la valeur au passage. Au contraire, libérons la data. Pour moi, ce n'est pas une angoisse. En tout cas, personnellement, ça ne l'est pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
autour de la data ou de la plateforme? Il nous reste à peu près 5 minutes, donc c'est avec plaisir. Oh bah vous avez le droit. Une question du coup sur la plateforme ScopeFi. Quel est le business model? Qui paye en fait? Le financier, le financeur? Du coup, on va pas faire payer nos entreprises, hein, c'est vraiment un service pour elles qui est entièrement gratuit. Donc c'est quand même assez important. Nos partenaires financeurs, donc on a la réglementation dès qu'on travaille avec des organismes bancaires, du coup nous catégorise. Hein. Donc on est COBSP aux yeux de la réglementation, c'est-à-dire qu'on apporte des leads ultra qualifiés aux financeurs et on prend un pourcentage au montant financé. Voilà. Donc sur la réalisation effectivement du financement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Juste le barrière d'entrée au ScopeFi, c'est quoi la barrière d'entrée versus les concurrents pour le ScopeFi? Alors, la barrière d'entrée, alors on a la force d'Altares, c'est vraiment la data depuis très longtemps. Alors vous me direz, il y en a d'autres qui ont la data. C'est certain que moi ce que je dirais, c'est la barrière d'entrée, c'est que il y a tout un travail d'évangélisation entre guillemets des financeurs, notamment des banques, qui a pris du temps. Donc je dis pas le temps, c'est quand même une barrière à l'entrée. Hein. Donc là, on a fait en sorte que ça aille le plus vite possible. Après, tu pourrais peut-être rajouter pour les banques, en fait, ce sont des partenaires historiques chez nous. En fait, toutes les banques en fait, viennent chercher des datas chez elles, de chez nous, et alimentent leur système. Donc, avoir des rendez-vous bien placés avec les banques, ça a été relativement facile. Ils savent qu'on les accompagne, qu'on est sur des business models qu'ils connaissent bien, puisque ce sont nos propres clients. Donc, il a été assez facile d'aller les voir. Je connais d'autres personnes qui travaillent sur la data, Data Publica, que j'aime beaucoup aussi. Bon, ils ont des problèmes. Pour arriver à des hautes sphères, c'est pas facile. On est une entreprise, elle a 70 ans d'existence sur le territoire national. Donc on est anciennement réseau Dun & Bradstreet. On irrigue tous les systèmes d'information de la data. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Et c'est ce côté tiers de confiance qui fait que les banques ont plutôt tendance à dire oui, on vous accompagne, on vous fait confiance. Ça, c'est, je pense, une des premières barrières à l'entrée. La deuxième, c'est une très très bonne connaissance de la data. J'ai participé avec nos data scientists à l'algorithme qui permet de matcher le besoin de l'entreprise versus la solution qu'on propose. C'est tout bête, mais une entreprise qui est dans le B2C, donc qui travaille avec des consommateurs, qui se fait payer immédiatement de la facture, ne peut pas vendre ses factures via la facturage. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas le financer. Donc on regarde son taux d'endettement. On a mis en place tout un algorithme qui permet, via des ratios, de bien matcher la capacité de l'entreprise à se financer versus les solutions qui sont sur le marché. Donc ça, je pense que cette connaissance-là, je ne dis pas qu'on est les seuls à l'avoir, mais c'est quand même notre métier. Donc on connaît les banques, on connaît les datas, on sait faire parler les datas. Donc ça, je pense que c'est aussi une deuxième barrière à l'entrée. C'est vrai que Didier a entièrement raison, c'est que quand on a rencontré les banques, on sentait qu'elles étaient frileuses, mais en se présentant Altares et le label de confiance associé, les portes se sont ouvertes, même si c'était pas forcément simple. Voilà, donc ça, c'est vraiment une force qui est évidente. On a également la chance d'avoir dans le groupe Manageo, je pense que certains d'entre vous connaissent, et Manageo qui va nous aider, que eux, ils ont vraiment la force de frappe du digital sur en plus la cible qui nous intéresse, hein, PME, TPE, et donc on va pouvoir travailler avec eux, et c'est aussi un atout que tout le monde n'a pas. C'est le troisième site B2B de France. Il est connu quasiment de toutes les PME et c'est notre cible. C'est 30 millions de visiteurs par mois, donc qui vont voir des pages. Et tout le business model de Manageo est depuis très très longtemps digital. Donc c'est pour nous la reconnaissance, comment on l'appelle déjà chez... L'audience, c'est ça, hein, Stéphane? L'audience, c'est vrai qu'on a déjà des savoir-faire. Stéphane nous aide beaucoup, enfin les équipes Xebia nous aident beaucoup sur le sujet. Mais le fait d'avoir la marque Manageo au sein du groupe Altares est un levier très, très, très important de reconnaissance sur le marché de la PME. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions techniques? On va presque être déçus parce qu'on aura été incapable de vous y répondre. Peter. Oui, c'est pour ça qu'on n'est pas venu seul. Hein. On avait un peu peur. Bon bah écoutez, si c'est
pour l'équipe Xebia, c'est parfait, on est dans le timing, on n'a pas dépassé. Bon, merci à tous pour être venus. Merci beaucoup.